l'international, évidemment, il y a la notion de devise dès lors qu'on va sur de l'international hors Europe, mais déjà sur un périmètre européen et pas si loin que ça de la France. Si on prend la Belgique, tu as une solution de paiement par exemple comme Bancontact, qui est une carte de débit qui a un taux de pénétration de je crois 98% en Belgique, donc 98% des Belges ont une carte Bancontact. Et en ligne, ça pèse 40% des paiements. De manière globale, parce qu'après, d'une verticale à une autre, en fonction des catégories de produits, c'est plus ou moins important, mais de manière globale, c'est autour de 40%. Donc évidemment, quand tu as des velléités de croissance, d'implantation en Belgique, ne pas proposer Bancontact, c'est... Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Chers auditeurs, je vous propose pour la première fois une série spéciale dans le panier et cette série concerne le paiement. Dans ces épisodes, je reçois des acteurs incontournables et leur pose des questions pratiques pour devenir incollables sur le paiement en ligne. Qu'est-ce qu'une solution de paiement ? Qu'est-ce qu'un PSP ? Comment gérer le multicanal ? Quelles sont les questions à se poser avant de choisir une solution ou challenger sa solution existante ? Quel est l'avenir de la transaction ? Et surtout, quelles sont les grandes tendances e-commerce et retail des années à venir ? Ces épisodes ne sont pas sponsorisés et j'espère vraiment qu'ils vous plairont. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier et cette série spéciale sur le paiement. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jérémy Buffalon qui est Head of Business Development chez HiPay, HiPay.com. Salut Jérémy, tu vas bien ? Salut Laurent, merci pour ton accueil. Écoute, avec grand plaisir. On a déjà préparé en partie cet entretien et je suis certain, je sais en fait qu'il va être riche. Tu as pas mal de choses à dire, une très très belle expérience. Tu as bossé dans l'e-commerce chez KGB Deals avant de rejoindre HiPay en 2014, il y a 7 ans. Tout à fait. Je disais que tu étais passé de l'autre côté du terminal de paiement. C'est une bonne transition. Ouais, je vais aller au coin pour cette blague minable. Dans un premier temps, j'aimerais bien que tu nous présentes HiPay, qui est une société cotée, donc vous n'avez pas grand-chose à cacher, donc exactement. Tu seras transparent, c'est très bien. HiPay, qui est une solution qui s'adresse à une cible que tu nous décriras tout à l'heure. C'est la première question que je te poserai. Qu'est-ce qui fait les différences de besoins opérationnels entre des comptes moyens, petits, des grands comptes, des comptes de 100 000 ou des comptes de 100 millions ont pas forcément les mêmes besoins. Je te redemanderai ensuite de tracer l'histoire du paiement tel que tu l'as vu toi à travers tes yeux depuis une dizaine d'années sur la maturité du marché, un marché qui était très atomisé, qui est en concentration, sur lequel il y a des acteurs généralistes, spécialisés, marketplace. Je te demanderai de définir une solution de paiement avec tes mots. Et ensuite, on passera aux questions très pratiques et opérationnelles. Quelles questions se poser si je souhaite mettre en place une solution de paiement ou benchmarker, challenger, disons, ma solution existante. On terminera avec le futur du paiement, selon toi, selon HiPay. Ok, ça fait un beau programme. Ça fait un très très beau programme. Bienvenue encore. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que ces épisodes ne sont pas sponsorisé, je reçois des acteurs du paiement avec différents types, différents profils pour que vous, chers auditeurs, deveniez d'ici quelques semaines des experts du paiement. On l'espère. C'est quoi HiPay ? Alors, HiPay, pour démarrer, c'est un prestataire de paiement omnicanal dans sa dernière version, puisqu'on était à l'origine, quand on a lancé la plateforme HiPay Enterprise en 2013, un prestataire de paiement digital et au fur et à mesure de l'évolution du marché, de l'évolution des besoins aussi de la clientèle qui paye au quotidien auprès des enseignes, on a fait évoluer nos outils pour devenir une plateforme de paiement omnicanal capable d'accompagner en fait des enseignes sur toutes leurs problématiques d'encaissement en France, à l'international et sur tous leurs canaux de vente. Donc on accompagne à date pas loin de 500 enseignes grands comptes, parce qu'encore une fois c'est plutôt notre ADN quand on a pensé et développé nos outils et tout le dispositif d'accompagnement autour de la solution technologique. On a plutôt une cible de clientèle grand compte
C'est quoi un grand compte chez iPay? Alors un grand compte chez iPay, c'est une enseigne qui va opérer plus de 1 million de paiements, de flux de paiement en fait par an. Et donc notre cœur de cible se situe plutôt autour de 15-20 millions. Et après on travaille avec évidemment des locomotives qui nous permettent d'assurer la croissance de nos flux chaque année, que sont par exemple des acteurs comme Nocibé, comme le groupe LDLC, comme la société OVH. On est très présent dans l'univers de la mode et de la beauté, donc on travaille avec des enseignes qui nous ont fait confiance dès le démarrage en 2014. C'est le cas par exemple de The Couples, du groupe Sandro Mach, Claudie Pierlot qu'on accompagne aussi depuis 2015. Et donc on essaie d'œuvrer avec eux au quotidien pour aller optimiser en fait tous les sujets qui gravitent autour du paiement, parce que en fait si on prend un peu l'histoire du paiement, on est sorti. Enfin, il y a une grosse évolution sur le marché puisqu'on est parti d'une tendance à l'époque où les enseignes voyaient le paiement comme une commodité, c'est-à-dire en gros, si je vulgarise, des tuyaux de paiement qui permettent d'encaisser des flux et de valoriser leur chiffre d'affaires, à quelque chose qui petit à petit en fait porté par du coup le discours des fintech et la proposition de valeur des fintech a permis aux enseignes de comprendre qu'en fait le paiement aussi était un moyen et un levier finalement de conversion additionnelle, un levier de chiffre d'affaires additionnel, un levier opérationnel aussi pour gagner du temps sur la réconciliation financière par exemple dans les équipes comptables, et un moyen aussi d'ouverture puisque finalement les fintech permettent à ces enseignes de s'internationaliser aussi à travers du coup des plateformes qui agrègent tout un certain nombre de moyens de paiement additionnels à Visa Mastercard, puisque sur notre prisme à nous franco-français, on se dit on va payer avec Visa Mastercard et c'est très bien, et si je fournis ça sur chacun des pays sur lesquels j'ai des velléités de croissance, ça va me suffire. Et en réalité, quand on commence à regarder d'un peu plus près en fait les habitudes de paiement sur chacun des marchés européens, en fait on se rend compte qu'il y a d'énormes disparités. T'as des centaines de moyens de paiement à travers le monde. Énormément, et c'est vrai que c'est peut-être la chose la plus surprenante quand on entre dans cet univers du paiement, de se rendre compte que en fait d'un pays à un autre, pas si lointain finalement, il y a des solutions de paiement locales qui sont les plus plébiscitées et qui pour des enseignes qui veulent vraiment s'implanter dans ces pays-là et venir maximiser en fait tout l'investissement qui est fait en amont en fait de cette étape du paiement, pour ces enseignes-là, c'est primordial de pouvoir être accompagné du bon prestataire de paiement qui va évidemment faire ce benchmark, qui va leur proposer les bons moyens de paiement pour convertir leur flux. Donc 500 enseignes grands comptes que vous accompagnez, plusieurs milliers de commerçants, de commerçants à côté de ça qui sont pas encore, et on leur souhaite évidemment de le devenir, mais des grands comptes, tels que vous le définissez. Plus de 200 personnes. Ouais, 230 personnes. Donc la société a bien grossi aussi ces dernières années. Et finalement, c'est assez cohérent avec ce que je disais aussi en introduction sur la manière dont on veut et on souhaite opérer notre business. Et dans cette vision grand compte, c'est de toujours dimensionner le staff avec la croissance de nos flux. C'est-à-dire que on a cette promesse de travailler très étroitement avec nos marchands partenaires. Et donc, au fur et à mesure que année après année, on recrute de plus en plus de marchands, et on en est très très content évidemment. On fait en sorte de, au fur et à mesure, dimensionner le staff pour toujours garder la même promesse et la même efficacité dans le service qu'on dispense. Donc ça, c'est effectivement pour donner quelques chiffres. C'est marrant, si je fais un ratio, c'est 2 grands comptes par employé. Alors évidemment, tous les employés ne gèrent pas un grand compte, on est d'accord, mais c'est juste une... Exactement, parce qu'on est sur des métiers qui sont quand même très technologiques. Là, je parle d'accompagnement évidemment, et je pense que ça fait partie de l'ADN d'IP, et c'est ce qui a aussi en partie expliqué le succès d'IP. Mais il faut pas oublier qu'on fait un métier technologique, et on a plus de la moitié de nos ressources qui sont dédiées à la partie développement. Donc on a un bureau technique basé à Nantes, où nos équipes de développeurs développent au quotidien toutes les nouvelles fonctionnalités de la plateforme pour répondre évidemment à la fois à l'évolution du marché et à la fois à l'attente de nos clients partenaires, donc qui sont encadrés par notre CTO et CPO qui sont basés là-bas aussi. En termes de flux, qu'est-ce qui passe par iPay ? Alors en termes de flux, donc tu le disais en introduction, on est coté donc sur Euronext Growth, donc tout est public, mais on a clôturé l'année dernière à 5,6 milliards de flux. Donc pour une plateforme qui a été lancée en milieu d'année 2013, ça te laisse un peu imaginer l'évolution et la nécessité de scalabilité aussi des outils année après année, parce que c'est une croissance assez fulgurante. On est sur des
des tendances de plus 30, plus 40% régulièrement sur les dernières années. Donc ça nécessite aussi de dimensionner le staff, mais aussi les outils. Donc 5 milliards 6 de flux, on a un chiffre d'affaires de 45 millions l'année dernière. Qui est une année exceptionnelle. Qui est une année exceptionnelle, effectivement. Elle était dans la courbe de croissance, au-dessus, en dessous. Elle a été pas en dessous. Alors, elle était un petit peu au-dessus. Donc, on va pas effectivement se cacher que, évidemment, pour tous les acteurs qui tournent autour du digital, le Covid a été un formidable accélérateur. On a sûrement gagné 4 ou 5 ans sur la capacité des gens à appréhender le digital et à consommer digital. Néanmoins, pour nous, ça a été aussi une année un peu particulière, puisque finalement, comme on accompagne des acteurs grands comptes, il y a une certaine frilosité chez ces enseignes-là à lancer des projets qui sont structurants, et on parle de projets structurants quand on change de prestataire de paiement. Et donc, en fait, ça a été une année un peu particulière, parce que ça a été pour la première fois une croissance surtout drivée de manière organique, en fait, par la base client IP, et pas par du new business. Par du new biz. Exactement. La croissance que tu... Ok. Exactement. Et donc, ça a été évidemment une superbe année pour nous, et on était très satisfaits de pouvoir aider justement des enseignes qui ont été en difficulté sur leur réseau de magasins à pouvoir aller optimiser chaque potentiel client qui venait en trafic, avec des explosions de trafic évidemment sur la fin de l'année pour beaucoup d'enseignes qui ont des fortes saisonnalités dans leur business. Et donc on a dû aussi répondre à des gros enjeux là-dessus, sur la scalabilité encore une fois de la plateforme, et nos capacités à absorber des explosions de flux qui étaient attendues, mais peut-être pas à ce niveau-là. Je pense que chez Cosa Vostra, qui reste une boîte assez modeste, je suis très fier de notre croissance, mais on est 80 actuellement. On a dû sortir, je crois, 4 e-commerce démarrer entre début avril et livrer courant mai-juin, tu vois, ouais, de plus ou moins grosse taille. Mais l'année dernière, ça a été fou, quoi. Excellent, super. Tu es arrivé en 2014. Il y avait combien de grands comptes à l'époque ? Quand je suis arrivé, la plateforme elle avait 6 mois à peu près, ouais. Et donc on avait 3-4 premiers clients que les autres commerciaux avaient réussi à déjà convaincre de rejoindre l'aventure. Vous avez fait un x100 en 7 ans. C'est exactement en termes ça. De grands comptes, ok, c'est pas mal. Exactement ça. Jérémy, c'est quoi une solution de paiement ? Alors une solution de paiement, c'est intéressant de revenir un peu à l'origine du terme, parce que il y a un peu tout et son contraire qui peut être pensé là-dessus. Aujourd'hui, nous on opère une plateforme de paiement. Donc en fait, on est un agrégateur de moyens de paiement qui va permettre en fait à l'enseigne de pouvoir proposer justement tous ces méthodes de paiement à ses clients finaux. Et donc, si on reprend la chaîne de valeur du paiement, et même de manière plus globale, en fait, le marché tel qu'il s'est opéré, historiquement, en fait, quand les premiers flux digitaux sont apparus, les enseignes qui souhaitaient encaisser en ligne avaient besoin de 2 prestataires, donc ce qu'on appelle un PSP, un prestataire de service de paiement, qui, si je vulgarise, jouait un rôle de passerelle technique, en fait, entre une banque qu'on va appeler acquéreur dans le jargon monétique, qui était donc la banque qui ouvrait le contrat aux commerçants qui souhaitaient vendre en ligne. Et donc, cette passerelle technique faisait ce lien entre la banque acquéreur et la banque émettrice de la carte du payeur. Et donc, la banque acquéreur, c'est ? La banque du commerçant, en fait. La banque qui acquiert les fonds du commerçant. Acquéreur au sens acquérir les fonds. Okay. Exactement. Et la banque émettrice, donc la banque qui émet les cartes pour la personne qui paye. Exactement. Et donc, ça, c'était le marché historique du paiement, en fait, avec du coup... pour les enseignes, jusqu'à environ à peu près 2005-2006, cette obligation d'avoir 2 partenaires, un partenaire technique et du coup une banque qui fournissait la brique d'acquisition bancaire. Et donc vers 2005-2006, les premières fintechs sont apparues, avec Adyen en tête, qui est aujourd'hui le leader du marché. On va pas se le cacher. Et du coup, il y a une vraie révolution qui est apparue à ce moment-là, avec beaucoup de fintechs qui sont arrivés dans la continuité en Europe, à l'international et en France, et qui avaient comme promesse en fait de venir en fait jouer ce double rôle, à la fois de PSP et d'acquéreur, donc de PSP bancaire presque, et de proposer comme valeur à ces sociétés du coup et ces enseignes qui souhaitaient encaisser, de pouvoir passer de 2 prestataires à 1.
Et l'intérêt aussi derrière tout ça, c'était en traitant en fait toute la chaîne de valeur du paiement, de la partie acceptation jusqu'à la partie acquisition des fonds, collecte et reversement donc aux enseignes. On avait une prise sur beaucoup plus de choses et donc une capacité d'optimisation et de traitement qui était beaucoup plus importante que le schéma historique tel qu'il était opéré. Donc voilà, ça a été un peu la grosse révolution. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé et quand même finalement IP est arrivé sur ce marché-là, il a fallu beaucoup évangéliser puisque les enseignes étaient encore peu matures sur ces sujets du paiement. Et c'est vrai que ça était pendant encore de nombreuses années, en 2013, 2014, même 2015, des sujets qui étaient souvent un peu associés un peu à des boîtes noires, c'est-à-dire que il y avait déjà une vraie maturité sur l'e-commerce qui commençait à être importante, et on se rendait compte nous que beaucoup d'enseignes dépensaient énormément d'énergie, mettaient en place beaucoup de ressources aussi pour essayer d'optimiser tout le parcours d'achat, et que finalement cette dernière étape du paiement, qui était celle qui venait valoriser en fait tous les efforts et tout l'investissement mis en amont dans le tunnel, elle était très souvent peu travaillée, ou du moins à mon sens et au sens de beaucoup d'acteurs, on lui portait trop peu d'attention en fait. Et en fait, petit à petit, en expliquant ce qu'il y avait sous le capot justement, et que c'était pas une boîte noire et qu'il y avait plein d'éléments en fait qui venaient expliquer les nœuds à la conversion, les refus de paiement, la fraude. Les enseignes ont commencé à comprendre en fait que c'était des sujets qui étaient certes complexes de premier abord, mais que en confiant ça à des experts, il y avait cette possibilité d'optimisation et qui venait en fait valider tout le travail qui avait été fait en amont dans le tunnel d'achat. On a lissé les frictions sur tout un parcours utilisateur. C'est dommage qu'il y ait une montagne à gravir au moment du paiement, quoi. Exactement. J'exagère sur la montagne, évidemment, vous vous en doutez. Je suis en train de réaliser que je me souviens pas. Alors, pardon, j'ai eu des discussions, moi, avec des clients qui me disaient non, on veut passer par notre contrat de VAD avec, je sais pas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, peu importe. Il y a quelques années, parce qu'ils étaient en confiance avec leur banque. Mais là, je me souviens pas quand, pour la dernière fois, j'ai utilisé une plateforme de paiement qui n'était pas qui était une banque. Ouais. Oui. Ils ont abandonné la partie, ils l'ont perdue, ils la laissent sous-traiter à ces fintechs qui sont arrivés depuis 20 ans, depuis 15 ans. Alors, il y a une vraie tendance déjà. Ce qui est certain, c'est que je pense, alors ça va être mon humble avis évidemment, mais je pense que les banques ont regardé ça d'un peu loin pendant très longtemps, en considérant que c'était peut-être un épiphénomène et que de toute manière, à un moment donné, elle retrouverait Nocibé utilisera la plateforme de sa banque. Exactement. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que c'est pas le cas, et du coup, je pense que le jour où finalement il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, parce qu'il y a d'autres sujets à considérer dans leur métier évidemment, que celui que nous on opère, qui est vraiment la prestation de paiement, de transactionnel. Le jour où elles se sont rendues compte qu'en fait la tendance était peut-être partie trop loin pour être rattrapable, effectivement on a commencé à voir apparaître sur le marché une concentration des rachats de certaines banques qui ont racheté des acteurs fintech pour essayer sûrement de rattraper un peu cette dette technologique et de se dire à un moment donné le retard est tel que légitimement on peut penser qu'on ira plus vite à racheter une fintech qui est déjà bien établie sur la partie technologique plutôt que d'essayer nous de rattraper cette dette technologique qu'on a accumulée ces dernières années. Et donc ça a répondu aussi à une tendance de marché qui était un marché très atomisé, comme je te le disais tout à l'heure, avec cette apparition entre 2005 et 2015 de beaucoup de fintech, et forcément comme dans tout marché, même s'il est en très forte croissance, à un moment donné il y a une logique de concentration qui est en train de s'opérer, à la fois drivé donc par les acteurs bancaires qui, encore une fois je te le disais, ont accumulé une dette technologique qui était sûrement pas rattrapable, et donc c'était plus rapide et plus simple si on veut rester dans la partie de faire l'acquisition de certaines fintech, et à la fois aussi parce qu'à un moment donné c'est un univers technologique qui est très très gourmand en termes d'investissement et qui du coup nécessite qu'à un moment donné, si on veut pouvoir concurrencer les plus grands dans une vision internationale et dans une vision omnicanal, il faut pouvoir être capable d'avoir financièrement les reins solides. Ok, et du coup beaucoup d'invest, j'imagine, aussi sur la partie techno. Exactement. Ce qui explique qu'un marché atomisé se concentre sur des acteurs qui soit sont fait racheter, soit ont réussi à lever, soit ont réussi à survivre. Exactement. Ok, intéressant. Qu'est-ce que
Alors pour rester sur ce sujet, quand tu vas signer un OCB, alors un OCB tu l'as cité donc je me permets de le faire, mais vous l'accompagnez depuis longtemps, mais un nouveau grand compte, tu es en concurrence avec qui quand je vais préciser ma question. Sur quels critères il va faire son choix? Est-ce que les banques sont encore dans la course à ce niveau-là aujourd'hui? Alors, tout dépend le besoin qu'il y a derrière en fait. Aujourd'hui, des très grands comptes, si je schématise, parce qu'encore une fois, j'aime pas trop cette idée de faire des grandes tendances, mais on va essayer de schématiser quand même pour donner un sens à tout ce qu'on est en train de dire. Mais grosso modo, il y a deux grosses tendances qui s'opèrent. Évidemment, l'internationalisation, puisque d'un point de vue digital, le e-commerce représente de plus en plus dans la part de chiffre d'affaires des enseignes retailers. Et donc forcément, un des leviers de croissance naturel, puisqu'il n'y a pas vraiment de frontières sur la partie digitale, c'est l'internationalisation. Donc ce premier levier, c'est évidemment être capable de proposer tous les moyens de paiement qui sont nécessaires pour aller conquérir des nouveaux marchés. Et ça, aujourd'hui, les banques, elles sont pas dans la partie, clairement. Le deuxième sujet, c'est un sujet omnicanal. Et dans le sujet omnicanal, qui est la deuxième grosse tendance de marché, là aussi, les banques ont encore un avantage, c'est qu'évidemment, elles traitent les flux des magasins et ont des possibilités, on va dire, de conditions tarifaires qui sont effectivement très agressives. Mais dès lors que les enseignes commencent à comprendre qu'elles ont besoin en fait d'aller proposer des nouveaux scénarios qui croisent le digital avec le magasin, qu'on est dans cette vision en fait de parcours client qui doit être pensé justement attente consommateur, et qui est aujourd'hui, le consommateur il attend du service, de la rapidité, de l'efficacité, il veut plus faire la queue en magasin, il veut toujours trouver un produit quand il y va, il veut pouvoir commencer un parcours dans son canapé ou dans son lit le soir et le terminer dans le magasin en bas du bureau le lendemain matin. Aujourd'hui, les banques n'ont pas encore été capables en fait de penser de manière omnicanale leur plateforme, et donc les fintechs ont évidemment un rôle à jouer très important dans ce virage important qui est l'omnicanalité. Hyper intéressant, et ça m'amène à plein de questions. Peut-être la première, c'est que la transaction n'est pas une commodité. Exactement. Mais elle se trouve à de plus en plus d'endroits. Elle va se trouver dans un site e-commerce développé sur mesure ou avec un CMS, je sais pas, Magento ou Shopify. Elle va se trouver bientôt sur des applications de réseaux sociaux. Comment est-ce que iPay se place là-dedans? Justement, en fait, c'est très bien que tu mentionnes ce terme de commodité, parce que ça accompagne en fait, je dirais, l'ascension des fintechs et la compréhension des enseignes que finalement ces fintechs avaient beaucoup de valeur à apporter, et qu'on partait en fait de quelque chose qui était assimilé à effectivement de la tuyauterie, et une transaction était de la communauté, à finalement quelque chose qui avait beaucoup de valeur, de la valeur évidemment d'un point de vue optimisation du chiffre d'affaires, puisque quand tu es capable via des fintechs d'aller gagner 3-4 points de conversion, c'est du chiffre d'affaires additionnel à investissement constant. Quand tu es capable après de gagner potentiellement un demi ETP en fait dans tes équipes comptables, parce que ta réconciliation financière équivalent temps plein, effectivement, tant pour moi, sur ta réconciliation financière, parce qu'elle est automatisée, standardisée par des fintechs comme iPay qui ont pensé tout ça de manière facilitée. Effectivement, c'est du gain opérationnel. Et quand tu te dis aujourd'hui, en fait, je suis capable de ne plus dire non à un client qui se déplace, je pense au directeur omnicanal Cyril Lopez de la Grande Récré qui a fait le choix d'iPay il y a 2 ans pour pouvoir mettre en place des cinématiques de tablettes vendeurs en magasin. Et derrière tout ça, l'objectif premier, c'était de dire, je suis sur un marché, le marché du jouet, avec une très forte saisonnalité, avec une très forte concurrence, notamment par exemple d'Amazon, qui a un catalogue produit juste gigantesque. Et je ne peux pas, en fait, légitimement aujourd'hui me dire, dans ce contexte concurrentiel très fort, en tout cas, laisser un vendeur dire à un client qui s'est déplacé chez moi, non, j'ai pas la référence produit. Parce que, en fait, aujourd'hui, on est sur un marché, le jouet, dans mon exemple, qui ne permet pas, en fait, de basculer d'un produit à un autre, parce que quand l'enfant il a fait sa liste au Père Noël, il veut ce jouet là, il veut pas celui d'à côté. Donc en fait, l'idée derrière tout ça, c'était de dire mon client qui vient en magasin, si j'ai pas la référence en magasin, en fait, je dois pouvoir lui permettre de l'acheter avant de ressortir via une tablette vendeur qui me permet de faire de l'extension de gamme. Et c'est là que les fintechs aussi viennent apporter de la valeur, c'est qu'elles permettent en fait de
casser les frontières qui existaient entre les différents canaux de vente de ces enseignes-là, en proposant des avancées technologiques qui permettent de connecter une tablette à un TPE et donc de déclencher une transaction d'une tablette sur un TPE physique. Et donc, voilà, nous, les fintech, de manière générale, et IP, on a travaillé à pouvoir permettre à ces enseignes historiques de remporter en fait cet enjeu de virage vers l'omnicanalité en décloisonnant les organisations, décloisonnant la data qu'on est capable de leur restituer et en décloisonnant les problématiques technologiques qui existaient dans ces systèmes d'information. Alors, restons-y parce que c'est hyper intéressant. Tu parles d'omnicanal. Donc, tu apportes une solution qui est une solution unique pour un paiement qui peut avoir une transaction qui peut avoir lieu à différents endroits. Exactement. Tu apportes du service en plus du coup et du temps gagné sur la réconciliation, l'arbitrage éventuellement aux commerçants. Mais tu touches du doigt un truc qui est intéressant, c'est le CRM, parce que tu vas agréger de la data sur le paiement à différents endroits, et ça c'est une valeur ajoutée, un service en plus dans le paiement que tu offres aux commerçants. C'est quoi le futur du CRM en retail ou sur l'omnicanal justement? Alors pareil, hein, c'est humblement je vais te donner mon avis parce que je pense qu'il y a plein de positions qui peuvent légitimement se tenir, mais nous ce qu'on constate en fait c'est que effectivement, en dehors du fait de pouvoir répondre à des nouvelles attentes de consommateurs au travers de l'omnicanalité, il y a une logique des enseignes derrière tout ça, c'est aussi de mieux comprendre leur comportement. Et la réalité, c'est qu'on est dans une tendance RGPD et autres à, on va dire, la rétention de data qui est un peu complexe et que finalement, la donnée transactionnelle en elle-même, hein, la donnée de carte, devient presque un vecteur CRM puisque elle permet à des enseignes, au travers d'acteurs comme IP qui ont développé des solutions de business intelligence. Donc on a un outil en fait qui permet de retracer en fait derrière des tendances de comportement de consommateurs au travers de la donnée transactionnelle. Et donc ces enseignes qu'on est capable d'accompagner en magasin, en e-commerce, enfin sur tous les canaux, hein, parce que aussi par téléphone, enfin le remote est aussi une tendance qui a été accélérée avec le Covid. Eh ben, on est capable au travers de nos outils de leur dire, bah voilà, ton client qui a acheté en e-commerce sur ton site il y a 15 jours un produit, et ben en fait, il est venu une semaine après dans ton magasin acheter un produit connexe parce que évidemment, toute la data que les enseignes nous font passer au travers de nos API, c'est des data qu'on retraite après derrière dans nos outils et qu'on est capable de leur restituer. Donc, en fait, évidemment, on vient établir une prestation de paiement qui est à la base une commodité comme tu le disais, mais finalement derrière cette prestation de paiement il y a énormément je disais de valeur. Qu'elle ne l'était plus, mais qu'elle ne l'était plus exactement, mais à l'origine tu as raison, en tout cas à l'origine c'était une commodité et c'est devenu grâce au fintech quelque chose qui apporte beaucoup de valeur à la fois dans la partie génération de business mais également dans la compréhension du comportement du client. Ok, c'est hyper intéressant. Cette compréhension, cette analyse, tu ne l'as, je réfléchis à haute voix, mais évidemment que s'il a fait une transaction, puisque tu... Évidemment. Voilà. En revanche, j'imagine que dans un futur plus ou moins lointain, en croisant avec d'autres outils, tu peux savoir qu'une personne a fait 12 passages sur ton site, a consulté tel ou tel produit, avant d'aller finalement faire une transac en magasin ou sur ton site. Si tu arrives à réconcilier tout ça, tu as une super vision de ton parcours utilisateur, quoi. Ouais, potentiellement, en effet. Potentiellement. L'omnicanal, c'est et les solutions de paiement en magasin, c'est une innovation IP plus récente. Oui, alors plus récente, oui, évidemment. C'est un peu la dernière évolution qu'on a nous menée. C'est des offres qu'on a construites à peu près depuis fin 2018, début 2019, et donc on opère ça depuis quasiment 2 ans maintenant sur le marché. Et on a les premières grosses références qui font le choix d'IP. Donc Nocibé est un exemple, hein, qui a fait le choix d'IP en septembre 2019 d'abord sur l'e-commerce et on est en train de déployer à la fois nos solutions sur la partie caisse primaire mais aussi sur de la tablette vendeur pour effectivement à la fois fluidifier le parcours de paiement des clients sur des périodes de fin d'année où il y a une forte saisonnalité et de fort pic de trafic dans les magasins et où pour eux c'était indispensable de trouver des solutions pour justement avoir beaucoup plus de fluidité et à la fois pour aussi élargir, on va dire, le catalogue de produits. Donc Nocibé est un exemple. On a aussi le groupe ID Group qui nous a fait confiance là-dessus, qu'on accompagnait sur quasiment la totalité de leurs enseignes sur la partie e-commerce et avec qui on déploie des solutions aussi en magasin sur de la tablette vendeur. T'as une notion, un ordre de grandeur du taux d'encartement carte fidélité sur ces grandes enseignes ?
Alors, les chiffres qui ressortent de différentes études, c'est autour de 55% en moyenne. Alors après, il y a évidemment... De clients ayant réalisé une transaction sont... En magasin qui sont encartés fidélité. Encartés fidélité. Exactement. Okay. Ça, c'est la moyenne. Après, il y a des contre-exemples. Je pense par exemple à Orchestra Après-Maman, qui est une enseigne dans la puriculture, qui avait un business model qui... offrait des réductions sur 100% de leur catalogue dès lors que vous étiez encarté fidélité. Donc, ils avaient 100% de leur base client qui était encarté fidélité. Ça, c'est des contre-exemples. Et puis, tu as des marques, alors je sais pas s'ils sont chez vous, je sais pas où ils sont, mais je crois que c'est Decathlon qui a abandonné le programme fidélité. Alors, ils sont pas chez nous, mais effectivement, c'est effectivement une tendance inverse. Ah. Alors, de manière mais du coup, on retrouve quand même, je pense qu'ils ont quand même, enfin, ils ont la donnée sur ils doivent avoir la donnée quelque part, évidemment. A priori, sur ma CV, quoi. Ouais. Maintenant, c'est une tendance générale quand même qui va plutôt à essayer de quand même mieux connaître le comportement de ses clients. Donc l'encartement fidélité est un des moyens, mais il y a quand même encore un frein puisqu'on constate que c'est à peine 55% en moyenne. Donc c'est vrai que du coup, il y a une solution de contournement qui est assez naturelle, qui peut devenir du coup la donnée transactionnelle. Pour autant, évidemment, que le prestataire permette de traquer ce genre de choses. De le faire. Mais tu toucherais, du coup, statistiquement, 45% des paiements... 100% des paiements par CB. Presque 100%, puisqu'il y a encore un peu de cash. Ouais. Mais c'est vrai que chaque année, la part du paiement par carte augmente. C'est vrai que le Covid a aussi accéléré ça, avec le paiement aussi sans contact. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt sur des taux qui sont de l'ordre de 92 à 93%. Pour mes auditeurs qui connaissent des croissances formidables et d'ailleurs mes invités, chers auditeurs, vous le savez, il y en a qui viennent ici, je sais plus, mais Asphalt, Kabaya, qui dans des catch-up, même The Braderie, font des fois 5 fois 10 en CA d'une année à l'autre. Quel type de problème ou de friction va rencontrer un grand compte qui ne rencontrait pas avant? Tu vois ce que je veux dire? Quand je fais 1 million et quand je fais 100 millions, quel va être... Alors, il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire que on parlait de réconciliation financière tout à l'heure. C'est peut-être pas le sujet le plus sexy quand on fait du paiement. Non, mais il est important. Mais il est important, il est nécessaire. Et forcément, le lettrage comptable, quand tu fais 5000 transactions à l'année ou 100 000, c'est pas le même, clairement. Et donc, forcément, à mesure que les flux augmentent et que les volumes de transactions augmentent, ta gestion et ta gestion et la traçabilité de tes flux, d'un point de vue comptable, elle est pas la même. Et donc, des fintechs forcément vont te permettre d'optimiser tout ça. Le deuxième sujet, c'est la fraude. Alors, évidemment, il y a une grosse tendance de marché qui, pareil, change. Et c'est la chance qu'on a sur le marché du paiement, c'est que chaque année, il y a des nouvelles choses qui arrivent et on s'endort jamais. Mais c'est vrai que la dernière en DAC, donc l'entrée en vigueur de la DSP2, qui était entrée en vigueur le 14 septembre 2019, avec une année de transition très particulière avec le Covid, où du coup, le plan de transition a été très largement étendu au niveau européen et pays par pays. Donc la dernière étape là qui s'est terminée un peu avant l'été change un peu la donne, puisque du coup on passe sur vraiment de l'authentification forte sur normalement la quasi-totalité des paiements. Mais petit à petit, en fait, les acteurs de paiement vont avoir aussi un rôle à jouer sur les demandes d'exemption et sur le fait d'encourager les émetteurs à aller vers des parcours frictionless. Donc évidemment, le sujet de la fraude, plus tu as de flux, plus tu es forcément dans le viseur des fraudeurs et plus tu vas devoir te doter d'un acteur qui est capable à la fois de bien te sécuriser contre ces comportements frauduleux, mais qui en même temps va te permettre aussi de pouvoir optimiser ton taux de conversion, parce que les deux sujets sont évidemment étroitement liés, puisque tu peux avoir une approche très très sécuritaire et être sur 100% d'authentification, ce qui est un peu la philosophie de la DSP2. Mais tu vas avoir aussi sûrement un impact sur tes taux de conversion. Donc ça, c'est un autre enjeu aussi pour les enseignes qui grossissent et que vont sûrement avoir à rencontrer. Et puis après, évidemment, plus tu vas avoir une croissance importante et plus du coup ta clientèle va se diversifier et plus du coup ta clientèle va sûrement avoir des attentes différentes en termes de besoins en moyens de paiement. Donc il va y avoir l'intérêt d'élargir ton catalogue en moyens de paiement, que ça soit en France, puisqu'on a plein de nouveaux scénarios qui arrivent. Alors le paiement 3-4 fois sans frais par exemple, qui est pour le coup quelque chose qui était déjà bien implanté et qui avec le Covid forcément a pris encore plus d'ampleur.
mais tu as même des nouvelles cinématiques qui arrivent de pays plutôt comme la Scandinavie, en Suède, le Buy Now, Pay Later, qui étaient des pratiques très communes dans ces pays-là avant, et qui arrivent dans des pays plus latins comme la France, l'Espagne ou l'Italie, et qui vont aussi possiblement devenir des nouvelles tendances, et que ces enseignes-là vont devoir regarder de plus près pour toujours être en capacité, en dehors de l'offre produit, d'être en capacité d'offrir du service à cette dernière étape du checkout. Quand je fais de la croissance, ce que je fais peut-être pas quand je suis un petit compte, avant d'être un grand compte, il y a aussi l'international. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer, comme si j'avais 5 ans, comment gérer l'international? Il faut que j'ai des comptes en plusieurs devises, il faut que je puisse accepter plusieurs devises, plusieurs cartes, plusieurs moyens de paiement. Les moyens de paiement, tu viens d'en parler. Sur le reste, comment je fais pour croître? Alors, c'est effectivement un très bon sujet. L'international, évidemment, il y a la notion de devise dès lors qu'on va sur de l'international hors Europe, mais déjà sur un périmètre européen et pas si loin tout ça de la France. Si on prend la Belgique, tu as une solution de paiement par exemple comme Bancontact, qui est une carte de débit qui a un taux de pénétration de je crois 98% en Belgique, donc 98% des Belges ont une carte Bancontact. Et en ligne, ça pèse 40% des paiements. De manière globale, parce qu'après, d'une verticale à une autre, en fonction des catégories de produits, c'est plus ou moins important, mais de manière globale, c'est autour de 40%. Donc évidemment, quand tu as des velléités de croissance, d'implantation en Belgique, ne pas proposer Bancontact, c'est débile. Je te laisse le terme, mais c'est pas très cohérent. Ouais. Je peux aller même sur des trucs encore plus marquant, tu vas au Portugal, multibanco, c'est 70% des paiements. C'est du paiement par cash. C'est un pays comme l'Italie qui est assez peu bancarisé, qui du coup, sur la partie paiement en ligne, en fait, a eu un frein en fait au développement. Comment tu payes en ligne en cash? Alors, je vais t'expliquer. Du coup, en fait, c'est un réseau d'automates. Donc, ton parcours, en fait, il va jusqu'au bout, sauf qu'au lieu de rentrer tes coordonnées de carte, tu reçois en fait un QR code que tu vas scanner en fait dans des automates. Donc, il y en a 40 000 dans tout le pays. Et donc, dans l'automate, en fait, tu payes en cash. D'accord. Tu rentres tes billets. Tu rentres tes billets dans l'automate. Du coup, ça notifie Multibanco que le paiement a été fait, qui nous notifie, et du coup, nous, on notifie le marchand et qui peut envoyer le produit. Mais pourquoi ne pas aller dans un magasin? Parce qu'il n'y a pas forcément de magasin. Ok, pardon, je comprends. J'ai du cash, mais mon vendeur est en ligne. C'est ça. Donc, effectivement, il y a ce sujet, pour essayer de reprendre un peu d'auteur, il y a ce sujet des moyens de paiement, et des acteurs, enfin, les fintech et des acteurs comme IP, ont ce rôle de pouvoir en fait agréger dans leur plateforme toute une suite de moyens de paiement dans tous ces pays-là pour faire en sorte qu'au travers d'une seule et même API derrière, le commerçant en fait puisse accéder et proposer à tous ces moyens de paiement-là à ses clients finaux. Et après, effectivement, il y a cette logique de devise, puisque du coup, là, on parle d'Europe, euro, mais effectivement, dès lors que tu vas aller vouloir vendre aux US, en Suisse, au UK, il y a une devise locale qui est différente de l'euro. Évidemment, il va falloir, c'est un aussi des moyens de conversion supplémentaires que de proposer le paiement à tes clients finaux sur place dans leur devise locale. Parce que toutes les études le démontrent en fait, le fait de devoir se projeter sur un taux de change et une conversion sur le prix affiché est un frein clairement à la conversion. Et donc pouvoir afficher et permettre à tes clients aux US de payer en USD, en Suisse de payer en CHF, au UK de payer en GBP, c'est déjà un premier point d'optimisation de ta conversion. Et à la fin, du coup, un acteur comme IP te permet d'encaisser dans ces devises, enfin de proposer le paiement en autorisation dans ces devises aux clients finaux, d'encaisser dans la devise et qu'on te reverse dans la même devise. Donc, mais je peux avoir le choix? Et tu peux avoir le choix qu'on te convertisse en euros. Ok, donc l'argent part de la carte de mon client américain en USD depuis sa banque, arrive chez iPay ou un prestataire de paiement, une plateforme de paiement en USD, et moi je peux le recevoir soit en USD sur un compte USD que j'ai à ma banque, soit en euros si je le souhaite. Exactement. Okay. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'enseignes qui souhaitent justement être reversées en USD, ou enfin dans n'importe quelle devise en l'occurrence, parce qu'elles ont potentiellement derrière des achats à faire, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est vrai que ça permet d'éviter 2 fois le taux de change. Une première conversion en euros, et puis après une reconversion en USD pour aller faire ses achats. Et je peux mixer le tout. Je peux accepter des dollars, mais pas des francs suisses. Exactement. Ok. Donc on a un vrai rôle de facilitateur là-dedans. Et l'objectif, c'est de pouvoir aller plus loin, plus vite,
pour ces enseignes-là. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'en fait, votre métier, c'est de penser à tout ce qui est en amont, et nous, faites-nous confiance et utilisez-nous pour justement vous permettre de proposer les bons moyens de paiement dans tous les bons pays. Donc les différences que je vais rencontrer au cours de ma croissance et de mon explosion de vendeur en ligne, tu l'as dit, hein, la réconciliation, toute l'admin qu'il y a autour d'un paiement, la fraude, et c'est pas juste statistiquement parce que je suis plus gros qu'un A+, c'est aussi parce que je suis plus visible, hein, c'est ce que tu m'expliquais, d'offrir de nouveau d'autres moyens de paiement et des types de paiement, donc d'autres moyens, comme tu l'as dit, je sais pas, Bancontact, c'est ça, un Bancontact en Belgique, et des types, enfin des moyens, des échéances de paiement, ça va être le paiement plusieurs fois par exemple, et enfin l'international. Tu m'as expliqué comment ça marchait. Exactement. D'autres points de friction que les grands comptes rencontrent? D'autres points de friction. Après, il y a aussi évidemment la partie UX. J'en ai pas parlé parce que ça devient quand même maintenant pas un standard marché, mais c'est vrai que le digital d'aujourd'hui, de 2021, est très différent du e-commerce que moi j'ai découvert en 2014 quand je suis arrivé chez IP, où effectivement quand nous on s'amusait avant d'appeler évidemment tous les potentiels futurs clients partenaires à faire les tunnels d'achat. On avait des parcours de paiement qui étaient souvent au travers d'acteurs historiques, bancaires, qui étaient souvent sur des pages hébergées. Aujourd'hui, il y a quand même une tendance qui, de manière globale sur l'ensemble des acteurs, même les acteurs bancaires, va à des pages de paiement beaucoup plus intégrées dans les sites. Donc l'UX reste encore optimisable et ça nous arrive encore aujourd'hui de faire des préconisations d'optimisation à plusieurs prospects qu'on peut rencontrer sur leur tunnel d'achat et de paiement. Mais sur ces sujets-là, je dirais qu'il y a quand même une maturité qui est quand même beaucoup plus forte aujourd'hui. Excellent. Alors de manière totalement empirique, ouais. Parce que on n'a pas préparé ce sujet, mais la question me vient. Votre cœur de cible chez IP, tu me l'as dit, c'est 15-20 millions, je dis une bêtise. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Quel type de plateforme on rencontre sur ces acteurs? Il y en a 500, tu peux avoir une vague idée de tendance? C'est intéressant. Alors, nous, le plus fort de notre communauté, il est sur Magento. Mais c'est vrai que au fur et à mesure en fait des années, on a essayé d'établir des connexions avec on va dire l'ensemble des CMS et des plateformes qui sont les plus représentées sur le marché, toujours dans cette logique en fait de faciliter l'implémentation à toutes les enseignes qui veulent nous rejoindre. Donc on a des connecteurs aujourd'hui avec Shopify, avec PrestaShop, avec Salesforce Commerce Cloud, avec WShop, avec Proximus, SoClose, plein d'acteurs en fait qui proposent des solutions de e-commerce, des CMS, mais aussi même des plateformes de marketplace. Donc on a des connecteurs avec Miracle, Iceberg, Withaplace, Origami, des solutions aussi de digitalisation du point de vente. Donc j'ai parlé de SoClose, Proximus, il y a OneStock, il y a Octipass. Plein d'autres, j'en oublie sûrement, et sûrement ils vont m'en vouloir d'ailleurs. Mais l'objectif de tout ça, c'est que IP en fait et les fintech de manière générale, pour ne pas être trop autocentré, on est au cœur en fait d'un écosystème et l'objectif c'est d'essayer d'élargir toujours ce maillage là, faire sauter les barrières. Pour faire sauter les barrières. Ok. Compris. Alors ça c'est IP. Merci pour la présentation. Mais donc tu m'as dit Magento, juste pour avoir un Magento que tu vois représenter. Est-ce qu'il y en a d'autres qui Magento, je t'ai dit PrestaShop, Salesforce, Shopify. C'est ce que vous c'est ce qu'on chez vos clients rencontre, ouais. Okay, après il y a des nouvelles tendances qui apparaissent aussi avec des CMS beaucoup plus ouverts et sur lesquels les développeurs peuvent un peu plus s'éclater. Il y a mais chez les grands comptes petit à petit, mais chez les grands comptes, c'est vrai que c'est souvent du Magento, c'est souvent du Salesforce, c'est un peu du Hybris. Et puis les très grands comptes sont souvent sur des outils maison. Et outils maison, évidemment. Génial. Le temps file. J'aimerais ouvrir sur l'avenir. Ouais. Et tu nous as parlé un peu du CRM en omnicanal. C'était intéressant. Il y a une ubérisation. Enfin, disons plutôt, Uber nous a donné de mauvaises habitudes en nous habituant à des services ultra fluides, simples, limpides, rapides, efficaces. Quel impact pour les acteurs du paiement? Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien cet exemple-là parce que
sur un service assez simple, qui était de se déplacer, et ils ont apporté tellement de valeur. Alors aujourd'hui, ça paraît même fou parce que je pense qu'on est tous très critiques du service d'Uber parce qu'il est très loin de ce qu'on a connu au démarrage, et en même temps, c'est tellement une révolution par rapport à ce qu'on connaissait avec les taxis, notamment à Paris. Je peux me faire que des amis sur ce podcast. Ça a bien changé depuis. Mais du coup, c'est vrai. Et du coup, je pense que c'est vrai que ça introduit chez le consommateur une façon de consommer tout ce qu'il pouvait consommer au quotidien, parce que là, on parle de transport, mais en fait, la manière d'aller acheter sa baguette, la manière d'aller acheter son sweat le week-end, très très différente. Et du coup, je pense que les enseignes, et d'ailleurs sûrement que la crise du retail, pour en parler beaucoup avec des retailers, eux-mêmes le reconnaissent, peut-être qu'ils se sont un peu perdus pendant pas mal d'années, et ils n'ont pas vu ce virage-là s'opérer dans les attentes des consommateurs, et à s'être peut-être trop éloigné en fait du nouveau comportement du consommateur, qui était beaucoup plus agile, beaucoup moins fidèle, beaucoup plus rapide dans sa manière de consommer. Ils ont peut-être pas très bien compris ce virage-là, et c'est peut-être aussi ce qui a introduit cette crise du retail à un moment donné. Et donc là, on sent vraiment depuis 2-3 ans, nous, que pour être très souvent en contact avec les enseignes du retail, qu'il y a cette volonté vraiment de se recentrer sur les attentes du consommateur, sur son comportement, et de vouloir en fait repenser les organisations pour apporter toujours plus de services, toujours plus de nouveaux scénarios d'achat et donc de paiement. Et donc ça nécessite évidemment des gros enjeux d'un point de vue SI pour désiloter un peu l'ensemble des canaux de vente. Ça nécessite du coup de trouver des prestataires qui étaient souvent multiples entre le digital et le magasin, qui puissent accompagner de manière globalisée cette mutation que les enseignes sont en train d'entreprendre. Et du coup, ça nécessite de pouvoir toujours plus rapidement anticiper et comprendre les attentes des consommateurs. Donc, on a des scénarios, on en parlait en introduction, mais les clients aujourd'hui, ils veulent évidemment, quand ils se déplacent sur un magasin, trouver le produit. S'ils le trouvent pas dans le magasin, ils veulent repartir avec une commande qui est faite et qui est livrée chez eux le lendemain ou le surlendemain, ou qui peuvent venir récupérer dans le magasin le surlendemain. Ils veulent commencer un parcours chez eux et le finir le lendemain directement sur la boutique. En fait, ce qui est très bizarre, c'est que dans les études qu'on mène, nous, avec LSA chaque année, là, depuis 4-5 ans, c'est des études miroirs, en fait, sur le comportement des consommateurs, leurs attentes, et en même temps, du coup, la manière dont les enseignes sont en train de mener ce virage-là. Ce qui est très particulier, c'est que en fait, c'est un peu, c'est très dissonant par rapport à la tendance RGPD et autres, protection des données. C'est-à-dire que le client, il demande toujours plus de services, il demande toujours plus de personnalisation. Et pour aller derrière tout ça, en fait, je pense qu'il comprend quand même qu'il faut que l'enseigne ait accès à un certain nombre d'informations pour mieux le comprendre dans ses attentes, dans son comportement. Et donc, finalement, c'est là où on parlait tout à l'heure de BI, la donnée transactionnelle, en dehors de valoriser un flux de paiement, vient permettre aussi à ces enseignes-là, quelque part dans une période où le traitement de la donnée devient de plus en plus difficile, de commencer à appréhender évidemment le comportement de leurs clients de manière plus globalisée. Donc toujours plus d'intégration sur les parcours utilisateurs qui sont de plus en plus multiples, complexes, plusieurs étapes, tout en lissant un maximum les frictions qu'il peut rencontrer. Exactement. Formidable. Jérémy, merci infiniment pour ton temps et ta transparence. Avec plaisir. C'était passionnant. Et chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus maintenant qu'il y a une demi-heure. 1 heure. Une bonne heure. Merci Laurent pour ton accueil. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.